Sur France Inter, vous retrouvez Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui 1932-1933, une catastrophe ignorée, la famine en Ukraine. Ce que je vis ne pouvait être exprimé par des mots. La misère était tellement inhumaine, tellement inimaginable, le désastre aussi terrible que cela finissait par paraître presque abstrait et dépassait les bornes de la conscience. Boris Pasternak. « 2000 ans d'histoire. Ce qui s'est passé en Ukraine au début des années 30 dépasse l'imagination. Comment des millions de paysans ont-ils pu mourir de faim dans une des régions les plus fertiles du monde? Et comment, pendant des années, a-t-on pu ignorer ce drame qui a pourtant fait plus de 7 millions de morts? Dans la longue liste des crimes et des catastrophes qui ont émaillé l'histoire du XXe siècle, cherchez la famine en Ukraine, vous ne la trouverez pas. Dissimulée par les autorités soviétiques bien après la mort de Staline, ignorée par les grandes puissances parce qu'elles avaient besoin de l'Alliance soviétique et occultée bien entendu par les partis communistes ou leurs compagnons de route qui, pour ne pas désespérer Billancourt, n'ont pas voulu ternir l'image de la patrie du socialisme, la famine en Ukraine fut donc la victime d'un véritable complot du silence. Un mensonge collectif, comme celui du directeur du journal L'Humanité, qui en 1932, au début de la famine en URSS, alors que des millions d'hommes et de femmes et d'enfants étaient en train de mourir dans des conditions abominables, osait prononcer ces mots devant les militants du Parti communiste français. Paul Vaillant-Couturier, le 18 mars 1932. L'URSS est le seul pays où l'abondance ne risque jamais de créer la misère. Mais comment de pareils succès ont-ils été possibles? Grâce à la démocratie ouvrière, expression de la dictature du prolétariat, grâce à l'émulation socialiste, grâce avant tout au parti bolchevique, au parti de Lénine et de Staline. L'URSS montre à tous les peuples en proie aux tortures et au désespoir de la crise la voie du salut, le régime de l'avenir. Défendez l'Union soviétique, l'URSS, c'est la jeunesse du monde. Georges Sokolov, bonjour. Bonjour. Alors, quand on compare les témoignages qui figurent dans le livre que vous avez préfacé chez Albin Michel sur la famine en URSS à ce que l'on vient d'entendre, évidemment, on a froid dans le dos. Et puis on se dit que peut-être, après tout, Paul Vaillant-Couturier, que l'on vient d'entendre, ignorait ce qui se passait comme on l'a ignoré pendant des années ici à l'Ouest, en France. Oui, il peut l'avoir d'ailleurs ignoré pour deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a un problème de date. Si son discours est de 32, les pires des résultats de la famine sont connus à partir de 33 et sont connus, vous avez tout à fait raison de le souligner, dans des milieux extraordinairement restreints. Évidemment, les familles ukrainiennes qui savent quelque chose et qui sont en communication avec, par exemple, des Ukrainiens qui ont déjà immigré aux États-Unis, on a des témoignages comme ça, tout à fait indirects. Évidemment aussi la hiérarchie du parti, la hiérarchie de la police, mais qui se tairont parce que la terreur exercée par Staline est terrible. On sait aussi, par exemple, que les consuls italiens du sud de la Russie ont témoigné immédiatement et ont fait savoir ce qui se passait. Mussolini, à l'époque, n'était pas du tout de l'avis de divulguer ce genre de choses. Alors, en tout cas, on y reviendra à ça, mais en tout cas, on apprend ça, on découvre ça progressivement, avec le temps. On ne comprend pas nécessairement ce qui s'est passé, comment, pourquoi s'est produite cette famine, et pour le faire, il faut peut-être revenir en arrière, à l'époque où, dans cette très vieille archive, Lénine définissait ainsi la révolution qui venait de le porter au pouvoir. La discipline, l'enthousiasme pour le travail, l'esprit de sacrifice, l'alliance étroite entre les paysans et les ouvriers. C'est ce qui sauvera à jamais le peuple de l'oppression des propriétaires et des capitalistes. Alors c'était Lénine en 1920, 3 ans après la révolution de 17, et qui encourageait, on l'a entendu, l'alliance entre les ouvriers et les paysans, parce que c'est vrai que ces paysans qui vont tant souffrir ensuite, par la suite, étaient très majoritaires dans cette Russie prise en main par un parti ouvrier. Oui, les paysans étaient 80% de la population. C'est une très vieille statistique. Enfin, je veux dire, c'est une proportion établie depuis longtemps, malgré les progrès de l'urbanisation et de l'industrialisation fin 19e, début 20e.
la Russie reste, comme on l'a dit, un très grand village et beaucoup de paysans. Les paysans pas tellement hostiles au début à un parti qui, après tout, proclame, dès qu'il arrive au pouvoir, la terre aux paysans. Les paysans, après tout, n'étaient pas mécontents de ça. Non, immédiatement non, puisque le parti a proclamé ça aussitôt parmi les 3 premiers décrets pris par le gouvernement bolchevique. Il s'est trouvé simplement que les paysans ont été immédiatement favorisés parce qu'ils se sont favorisés eux-mêmes. D'abord, ils ont procédé dans l'été 1917 à l'expropriation des grands domaines et à l'expropriation des domaines des paysans riches de leur propre fait. C'est-à-dire qu'ils ont quitté le front et ils sont allés servir. Et d'une certaine façon, le décret sur la terre a balisé ça. Et en plus, évidemment, le gouvernement a favorisé une expropriation supplémentaire. Et ça a créé quelque chose qui aura beaucoup d'importance par la suite, c'est-à-dire la multiplication du nombre de paysans possédant quelque chose. C'est très important. Alors cela dit, ils vont vite déchanter quand même, parce qu'il y a ce qu'on appelle le communisme de guerre, la menace que font peser sur le régime les armées blanches qui voulaient restaurer le tsarisme, alors des réquisitions effectivement de produits alimentaires dans les campagnes, Georges Sokolov, et puis aussi une première grande famine, mais celle-là, les Russes en ont parlé en 20-21, il y a eu une famine effroyable déjà, la première, mais ils ne l'ont pas cachée celle-là. Pas du tout. Non, c'est vrai qu'il y a la période 18-20, qui est la période vraiment de la guerre civile, est une période terrible pour les paysans, avec les premiers raids sur le pain, comme on les a appelés, démarrant vers 1918, et la paysannerie a été totalement exploitée par des mesures qui rappellent celles qui seront prises plus tard, c'est-à-dire par des saisies. On descend dans les campagnes et on saisit. On saisit les céréales. On prend le pain. C'est vraiment toute l'expression de l'ensemble de la période qui va de 1920 à 1933, 34. On prend le pain. Et les paysans en ont évidemment énormément souffert, aussi bien d'ailleurs du côté des rouges que des blancs, que même des verts, puisqu'il y a eu des gens de toutes les couleurs dans cette guerre civile. C'est une mosaïque terrible. Et en définitive, les paysans, effectivement, ont subi une famine terrible en 2021. 2021, c'est ce qu'on appelle l'année nue dans l'histoire de ce pays. C'est 5 millions de morts. Et ce sont des révoltes paysannes dont on commence seulement maintenant à mesurer l'ampleur. On sait qu'il y a eu beaucoup plus. Il y a eu des Kronstadt, des Kronstadt paysans fantastiques. Enfin ça, on la connaissait, cette famine. Bon, la Russie est tellement épuisée en 1921, une fois qu'elle a écarté le danger des armées blanches, Lénine, juste avant de mourir, juste avant de quitter le pouvoir, puis de mourir en 24, lance ce qu'on appelle une nouvelle politique économique, ce qui est faite de concessions, un retour à l'économie de marché dont vont profiter, entre autres, les paysans, et une nouvelle catégorie de paysans, dont on aura l'occasion de reparler, c'est les koulaks. Enfin, une nouvelle catégorie en tout cas, ce sont les paysans riches, dit-on, alors que dans le livre que vous avez préfacé, c'était des paysans qui avaient à peine deux bovins, 2 chevaux et peut-être une personne qui travaillait pour eux, ces fameux koulaks. Oui. En fait, donc, pour ce qui concerne le lancement de la nouvelle politique économique, je crois qu'il faut peut-être souligner 3 choses importantes. Effectivement, c'est une politique qui permet aux paysans de vendre. Ça a commencé par là, n'est-ce pas? Ça a commencé par les paysans, la nouvelle politique économique. Vendre produits. Au lieu de leur prendre des choses, on leur dit on va vous les demander sous forme d'impôts, et après on leur dit on va vous les acheter. Donc ça, c'est un changement de comportement fantastique. En outre, donc les paysans ont, comme tous les paysans du monde, commencé après une période de guerre et de désolation à replanter, à ressemer, etc. Et comme ils ont pas mal profité finalement de cette espèce de réforme agraire sauvage qui s'est passée au cours de la Révolution, ils se trouvent au début des années 20 dans une situation qui est une situation où il y a beaucoup de paysans qu'on appelle des paysans moyens, qui finalement n'ont pas beaucoup, mais qui ont de quoi manger, ce qui est extraordinaire par rapport à ce qu'ils avaient vécu auparavant. Et puis, qui sont organisés aussi suivant quelque chose qu'elle mérite, enfin qui doit être rappelé avant qu'on parle de collectivisation. Et de famine, oui. Et de famine. Ce sont des gens qui sont organisés exactement de la même manière dont ils étaient organisés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire qu'ils sont en communauté paysanne, avec redistribution périodique des parcelles par la communauté. Ce ne sont pas des gens qui sont propriétaires de la terre, c'est la communauté paysanne qui est propriétaire.
chaque paysan est propriétaire de sa vache, de ses veaux, etc. Mais ce n'est pas un régime de propriété privée. Les paysans qui n'imaginent pas du tout, évidemment, ce qui les attend. Коломия, Городенка, Гуся, Синічнятин, Станіслав Бородчин, надвірна Делятин. А той ліцько ладний повід хирів дуже рівний, але танок трохи більший до ліцька подібний. Де рожнітів, де долина, де стоїть полеків, здає мігтя, що минуті птах би перелетів. Старий тамбір ближче горів, новий коло треки, а Дрогобич на рівнині, то повідь великий. У стрію стоїть військо, сама панцерія, у переміщу цілий корпус і артилерія. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la famine en Ukraine, 1933. C'était Kolomika Povitova par Edgar Zhukovsky, une chanson du folklore ukrainien enregistrée dans les années 30, même en 1930, au moment précis où l'URSS se voyait brutalement imposer une politique collectiviste et une économie dirigée avec le lancement en 1928 d'un premier plan quinquennal dont personne ne mesurait les conséquences, à part peut-être un Français, Henri de Kérillis, en 1932. Staline, le dictateur soviétique, a imaginé de transformer en l'espace de 5 ans la nation russe en une grande puissance agricole et industrielle. C'est le plan quinquennal. Le malheureux russe, habitué depuis des millénaires à accepter sans murmurer la dure loi des tyrans, avait espéré un moment que l'instauration du régime bolchevique allait enfin le libérer de ses chaînes. Mais voici que tout à coup, ces nouveaux maîtres se révèlent plus cruels encore que ceux du passé. Pour réduire à zéro le coût de la main-d'œuvre nécessaire à l'édification du plan quinquennal, Staline fait appel à ce moyen que l'on pouvait espérer mort à jamais, l'esclavage. C'était Henri de Kérillis, directeur de l'Écho de Paris en 1932, bon, très anticommuniste, on s'en doute, mais en même temps, qui parle d'esclavage alors que c'est la famine que va provoquer ce plan quinquennal, Georges Sokolov. Oui, et d'une certaine façon aussi, d'ailleurs, le retour à l'esclavage, parce qu'on peut dire qu'à partir de 1932, le paysan est fixé au sol par le régime des passeports intérieurs, et que, Parce que vous évoquez 3 causes essentielles, qui est la collectivisation des terres, des